Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb. Vous nous suivez à ce net moment sur 57.6, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Profondeur. J'ai un réel plaisir de recevoir pour vous un candidat national dans la circonscription de Lukunga. Il est en même temps cadre de parti politique Alliance pour une génération citoyenne. Maître Landry, bonjour et bienvenue, maître. Bonjour, monsieur Josué Mbouka. Je me nomme Maître Landry Mungieko Landani. Maître Landry, très bien. Maître Landry, vous étiez dans cette structure Alima, mais à un certain moment, nous avons vu directement Basculema comme ça dans le parti politique Alliance pour une génération citoyenne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des problèmes dans cette structure que vous étiez avant? Non. Alima existe bel et bien jusqu'aujourd'hui, monsieur Mbouka. Okay. Alima, c'est une ASBEL, association sans but lucratif. Très bien. Et donc, une ASBEL ne peut pas concourir aux élections d'après nos tests légaux. Okay. Et donc, Alima a été créé dans le but de réfléchir, de constituer un mapping des intelligences. Très bien. Pour réunir tout Congolais de tous bords qui réfléchit pour l'émergence de la nation, pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Je crois avoir assisté une fois dans une conférence qu'avait organisée Alima. J'avais senti qu'il y a un nouveau vent, quelque chose de bon que vous avez dégagé ces jours-là. Je pensais d'ailleurs que Alima va se transformer en parti politique, histoire de regrouper comme ça, comme vous l'avez dit, l'intelligentsia comme ça congolais, pour pallier à certains problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas continuer avec Alima? Pourquoi directement adhérer ou comme ça basculer vers Alliance pour une génération comme ça citoyenne? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, M. Mbouka. Très bien. Alima existe jusqu'aujourd'hui. Okay. Alima, c'est une ASBEL. Et donc, nous avons réfléchi longuement et nous avons conclu pour changer des choses en République démocratique du Congo, il faut concourir aux élections. Et donc, Alima a levé l'option de concourir aux élections générales de 2028. Très bien. Avant 2028, nous nous sommes dit d'aller aux élections de 2023, question de tâter les terrains pour essayer de gagner des sièges. Alors, nous avions fait une analyse approfondie du microcosme politique de la République démocratique du Congo et nous avions atterri devant les portes de l'Alliance pour une génération citoyenne, qui est un nouveau parti politique né il y a plus ou moins 2 ans. Un jeune parti politique qui a des ambitions, Alima, qui a le même vu que presque Alima avait, et nous avons conclu un accord politique. Et c'est sur ces labels-là que nous avions postulé, que nous avions présenté nos candidatures, et ça a été avalisé par la hiérarchie de l'Alliance pour une génération citoyenne. Très bien. Mais je rappelle que c'est le candidat député national. Il va se présenter aux prochaines élections, Maître Landry. Nous sommes à quelques mois, ou disais-je, à 2 mois de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. On a publié la liste définitive de candidats députés nationaux. Mais jusque-là, la CENI est dans une situation d'incapacité financière. Kadima l'avait annoncé tantôt que jusque-là, il y a de prêts bancaires qui font de sorte que la CENI puisse fonctionner. Et honorable, au futur honorable comme ça, avec 900 ou 800 candidats députés nationaux dans la circonscription de Lukunga pour 14 sièges. Comment vous allez vous en sortir? Est-ce que vous avez la capacité là de convaincre la population de votre circonscription de Lukunga? Bon, je voulais commencer par la première partie de votre question. Voilà. Vous émettiez des doutes sur l'organisation des élections. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante, mais elle reçoit
de subsides, elle reçoit de l'argent de la part du gouvernement. Très bien. Et donc, le gouvernement, par l'entremise non seulement du président de la République, qui est chef de l'exécutif, nous l'a rassuré du haut de la tribune des Nations Unies. Okay. Je pense qu'à à ce niveau-là, le chef de l'État ne peut pas dire n'importe quoi. Le président de la République a rassuré. Vous pensez qu'il y aura bel et bien les élections? Je suis en train de répondre à votre question. Le président de la République a rassuré le monde et la République démocratique du Congo que le gouvernement tient à l'organisation des élections à la date du 20 décembre telle que la CENI l'a programmée. Okay. Et donc les questions, les sous-questions, les questions d'ordre financier, les questions d'ordre de sécurité, il revient au gouvernement de parler à cette situation. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait par le gouvernement. Et il va pallier à son obligation. C'est une obligation de la part du gouvernement de donner des moyens. Et c'est fait parce que de la première étape, aujourd'hui nous sommes à l'étape de dépôt des candidatures des candidats présidents de la République. Je ne pense pas que la CENI va faire machine en arrière ou stopper la machine pour dire, je ne pense pas, parce que tel que ça se déroule. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e. Je suivais les informations encore pas plus tard qu'il y a 2 heures. Il y a une 5e personnalité qui a déposé sa candidature à la magistrature suprême. Et donc, les choses sont en train de marcher, d'avancer comme la CENI l'a programmé. Je pense qu'il y aura élection bel et bien au 20 décembre. Je crois que 2023. vous allez répondre à la question par rapport à votre participation dans la circonscription de Lukunga. Mais une question comme ça que les internautes, que les auditeurs se posent en même temps, sans Martin Fayulu, sans Joseph Kabila, dans le processus électoral, pensez-vous qu'on aura une élection comme ça, ou les élections crédibles, et transparentes et apaisées en République démocratique du Congo, où l'absence de ces deux personnalités vont carrément occasionner ou pénaliser comme ça les élections en République démocratique du Congo? Monsieur Mbouka, nous sommes dans un état dit Détroit. Très bien. Et nous sommes en République démocratique du Congo. Et la République du Congo a des règles. Nous avons une constitution qui est une loi qui nous met tous au même pied d'égalité avec les personnes que vous citez. C'est vrai que parmi les personnes que vous citez, il y a un qui était président de la République. Nous le devons du respect, nous le devons parce qu'il a servi ce pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas revenir sur la gestion des 18 ans. Mais Kassaye Detiel, au regard de la Constitution, l'ancien président ne peut plus présenter sa candidature. Je parle de quand Kabila. Vous avez parlé de Kabila, oui. Je parle pas de la personnalité de l'homme de Kabila. Exactement. Je parle de Kabila comme, je dirais comme ça, un organe ou comme ça le camp FCC. Merci de le préciser. Et donc, ne peut plus se présenter. Mais quant à ce que vous appelez son camp, une personne est libre de se déclarer candidat ou pas. Dès lors que M. Mbouka Josué dit que ne veut pas être candidat par rapport aux éléments développés et aux éléments pour lesquels la CENI a pu rencontrer. Très bien. Je cite notamment, on parle du fichier électoral, on parle de l'absence des membres de leur camp politique au sein du bureau de la CENI. On dit, par exemple, on cite maintenant que l'actuel deuxième vice-président, aurait été désigné par un autre camp que le leur. Mais mon frère, mon cher ami, la CENI est censée être indépendante. Moi qui vous parle, je suis candidat. Est-ce que j'ai une personne ou bien ma formation politique a des personnes au sein de la CENI? Il n'y en a pas. Et donc, je pense que ceux qui veulent réellement aller aux élections doivent évoquer des arguments du genre que nous n'avons pas quelqu'un au niveau du bureau de l'Assemblée, de la plénière de la CENI ou du bureau de la CENI. Je crois que cet argument est irrélevant. Mais Martin Fayulu demande le contrôle des fichiers électoraux. Quant à la deuxième personne citée, la CENI nous a répondu. Je pense qu'il y a eu des portes ouvertes de la CENI organisées récemment à Kinshasa, à 2 reprises. Il n'y a même pas une semaine. Les partis politiques ont échangé. C'est autour de ces... Il y a une certaine concertation. Justement, c'est autour de cette organisation, de cette institution, concertation entre partis politiques, société civile et CENI, que les choses se disent. Alors,
on soulève la question du fichier électoral. On dit que le fichier électoral n'est pas rassurant. La CENI nous dit, nous répond, et répond à ceux qui invoquent cet argument, qu'il y a eu, vous vous souvenez, il y a 2 mois ou 3 mois, des experts, 5 ou 6 experts venus, je crois, de l'Afrique australe, qui ont travaillé dessus et qui ont pu élaguer 3 ou 4 millions, si ma mémoire est bonne, de fictifs et de doublons. Très bien. De 47 millions, nous sommes revenus à 43 millions. Très bien. Et c'est sur cette base que la CENI a présenté la loi sur la répartition des sièges. Très bien. Un camp politique dit ne pas être satisfait. Et ce n'est pas sur cette base qu'on peut se dire qu'on ne veut pas aller aux élections. Si l'option est levée personnellement par un camp politique de ne pas aller aux élections, très bien, je pense que chacun de nous est libre de faire ou de ne pas faire quelque chose. On ne peut pas pousser M. Josué Mbouka de venir postuler. Mais d'après aux dernières nouvelles que nous avons, je pense que beaucoup de camps politiques, entre autres celui que vous évoquez, déposeront les candidatures dans la semaine qui suit. Décidé. Je ne parle pas d'un camp politique, je ne suis pas là pour citer les noms des partis politiques. Je parle de camps que vous avez cités. Vous citez des camps politiques. Nous lisons, nous sommes sur des réseaux sociaux, nous sommes sur Twitter, nous lisons les sorties des personnalités politiques des uns des autres. Très bien. Nous attendons. Mais seulement, je pense que si M. Josué Mbouka ne présente pas sa candidature, les autres présenteront leur candidature. À ce jour, je disais tantôt ici que nous avons 5 candidatures qui ont déjà qui ont été déposées au niveau de la centrale électorale. La semaine prochaine, jusqu'au 9, je pense que nous aurions la foule des candidatures. Comment vous allez sortir, comment vous allez convaincre la population de Lukunga ou de la commune d'Ngaliema de vous faire confiance, d'autant plus que nous avons plus de 800 candidats dans la circonscription de Lukunga. Est-ce que pour 14 sièges, je propose, est-ce qu'une possibilité est pour vous d'être le prochain député national? Quelle est la stratégie mise en place pour la campagne électorale? On ne peut pas parler de stratégie, M. José Mbouka. Très bien. Et vous êtes d'accord avec moi que nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne, sous peine que les CESAC puissent vous sanctionner aussi. Et nous sommes là pour débattre d'une émission et nous sommes en période de pré-campagne. Très bien. Et donc, la législature qui vient la législature sortante n'a pas eu à convaincre la population en termes de propositions de loi. Je le disais hier encore auprès d'un de vos confrères dans une des chaînes de la place, que par exemple, il n'y a aucune loi qui impacte sur la société qui a été votée. Il n'y en a pas. Aucune loi? Aucune loi. Je mets tout député sortant au défi de venir devant ce plateau, de me dire quelle est cette loi qui impacte sur la société. Est-ce qu'il y avait-il une loi qui a été votée pour favoriser l'emploi des jeunes? Il n'y en avait pas. Y avait-il une loi qui a été initiée par un député de Lukunga ou pas, national, je parle. Vous parlez des députés de la législature sortante. Exactement. Sur l'accès des soins de santé primaires de la population. Il n'y en avait pas. Le président de la République vient de prendre une initiative louable de gratuité de la maternité. D'instituer la gratuité de la maternité. Et des soins des nouveau-nés. Au moins, là, il y a un début, il y a un commencement. Alors, si la gratuité de l'enseignement aussi. La gratuité de l'enseignement a précédé, bien que moi, je plaide pour maintenant la qualité de l'enseignement. Très bien. Il y a la gratuité, mais cette gratuité a amené un peu la diminution de la qualité. Parce que vous avez aujourd'hui dans des écoles privées, tous les enfants qui étaient dans des écoles publiques, qui fuient le nombre exagéré des écoles publiques pour venir dans des écoles privées. Et alors, ça crée un problème de nombre, de surnombre dans des salles, alors que généralement, le nombre requis est de 25 à 35 élèves, mais vous avez des salles de 45 à 60 élèves. C'est exorbitant. Pour des classes, par exemple, de primaire, un enseignant... Mais il y a des députés qui ont proposé aussi des lois. Mais citez-moi une loi que vous avez en tête qu'un député a proposé. La seule loi ou initiative, proposition de loi, c'est ça le terme approprié, proposition de loi qui a rencontré
l'assentiment, je crois, de la population. C'était la loi, la proposition de loi sur fixant les mariages à $500. Et vous avez pu remarquer que l'engouement de l'opinion sur cette initiative de loi, sur cette proposition de loi, malheureusement, ça n'a pas été débattu. J'apprends que d'ici là, ça sera débattu. Mais parmi d'autres lois, généralement, nous avons des embouteillages tous les jours, vous et moi, pour sortir là où nous sommes, pour aller au centre-ville, que vous soyez du côté de Kamunganga, pour ceux qui habitent Ngalema, que vous soyez du côté de Delvaux, pour ceux qui habitent Upen, que vous soyez du côté de Badedingi, pour ceux qui habitent... Mais il y a des embouteillages monstres. Mais quel est ces représentants du peuple qui a pensé, initié... Donc vous pensez que lorsque vous serez élu, vous allez amener de nouvelles initiatives dans le sens de promouvoir comme ça la jeunesse, comme ça de chercher comment développer ou comme ça proposer une loi sur l'emploi de la jeunesse, c'est ce que vous pensez? Parce que ce n'est pas que je pense. Je suis en train d'écrire. Vous écrivez une loi. J'ai déjà des initiatives que je peux proposer. Je vous donne un exemple. Je suis en train d'écrire une initiative pour réviser les codes de la route. C'est une proposition de loi. Une proposition de loi, lorsque je serai député, bien sûr. Là, c'est une initiative. Parce que je ne suis pas encore député. Et donc, une fois élu, ça devient une proposition. Et donc, par exemple, vous roulez sur Kinshasa, vous avez nos frères motocyclistes qui roulent à différents sens. À droite, à gauche, au milieu, sans respecter les codes de la route. Et donc, je suis en train de proposer, d'initier, par exemple, qu'il y ait une loi qui modifie le code de la route de telle façon que les motocyclistes qui aient le respect de qu'on appelle généralement abusivement wewa, qui puissent avoir, qu'on puisse les autoriser à passer uniquement sur la bande de droite, uniquement sur la bande de droite, et puis avoir sur eux qu'une seule personne à transporter, parce qu'il est avec les embouteillages, il est anormal quand même d'avoir une telle personne sur la moto. Et s'il y a... Parce qu'il est anormal, à moins que vous soyez à deux, mari et femme, il est anormal que vous, monsieur Josué Mbouka, vous venez de Lupin pour quitter un magasin, et qu'en cours de route, il y a une dame qui était sur la moto et vous venez, vous asseyez avec la dame. Ça pose un problème de moralité. Un problème de moralité. Et ce sont des problèmes que les politiques voient et apportent des solutions à vos problèmes. Donc vous pensez que ça touche à nos mœurs? Ça touche aux mœurs réellement. Très bien. Parce que ce n'est pas normal que vous voyez généralement nos mamans, nos filles, lorsqu'ils sont sur des motocyclistes, tout leur corps est presque dehors. Et donc, ça ne favorise pas vraiment la paix. Je pense que ça c'est un point secondaire, mais le principal point, c'est pour réguler la circulation. Les motocyclistes qu'on appelle Wewa auront leur bande à eux, qu'aucun véhicule pourrait s'engager. Et donc, et avec des casques, ils ne pourront pas non plus revenir. Le motocycliste qui reviendra sur la bande de véhicule subira le sort de la loi par des contraventions. Et donc, ce sont des initiatives comme ça qui impactent... C'est une très belle initiative d'ailleurs que je salue. Qui impactent sur la société et pour laquelle l'opinion, la population va sentir directement. Mais vous me parlez des députés nationaux actuels. Je ne sens pas... Aucun député. J'ai dit aucune proposition de loi qui impacte sur la société. Il y en a eu, mais il n'y en a eu aucune qui a impacté sur la société. Il y en a pas. Aucune loi qui a impacté sur la société. Je prends un autre exemple, un deuxième exemple. Vous avez de jeunes gens qui terminent l'université, 5 ans, mais qui finissent par tenir des cabines téléphoniques, par vendre des cartes prépayées. C'est vrai, il n'y a pas de sous-métier, mais seulement, je pense qu'il doit y avoir une loi, une proposition de loi qui puisse favoriser l'accès au crédit, des microcrédits à ces jeunes gens qui sont porteurs de projets et qui puissent créer des start-up. Mais aujourd'hui, il y a ANADEC, il y a les entreprises qui financent comme ça le jeune. Lorsque vous amenez votre projet, ANADEC est là pour superviser, suivre de près. Je ne fais pas la publicité de ces entreprises, mais au moins, à ce que je sache, selon les informations qui sont à notre possession, ANADEC
soutient et encadre bien sûr le jeune qui viennent avec leur projet. Je ne crois pas que ça sera une loi nouvelle, une proposition de loi nouvelle. Je pense que c'est un établissement public qui existe, vous avez raison. Okay. Mais moi, je parle d'une proposition de loi qui pourra être soumise en une loi. Okay. Une loi, c'est une loi générale. Okay. C'est-à-dire que tout le monde peut en bénéficier. Okay. Mais vous parlez de cette structure. On salue la création, la mise en place de cette structure que vous avez citée tout à l'heure. Mais je ne pense pas que si nous partons en termes de pourcentage, combien de jeunes Congolais ont eu accès connaissent l'existence de cette Maître, nous allons prendre la dernière question avec cette thématique sur les élections. Après, nous allons prendre la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous des députés qui viennent avec le sac du riz, qui viennent avec la morale de dire à la population que lorsque je serai élu, je vais construire pour vous les écoles, je vais résoudre vos problèmes, et les députés qui viennent avec la conception selon laquelle leur richesse, ou comme ça l'argent peut acheter facilement les voix, pourquoi pas mobiliser cette somme qui vous aide à faire la campagne comme ça électorale, de créer quelque chose que vous pouvez engager 4 jeunes ou 5 jeunes de la circonscription de la commune d'Engaliema, au lieu de gaspiller des millions comme ça. Finalement, les jeunes vont encore se retrouver dans une situation de la pauvreté, chaotique, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? D'abord, c'est une très bonne question qui appelle une réflexion sérieuse. Je pars du fait que un élu du peuple, c'est quelqu'un qui vient, qui présente d'abord son projet, sa vision afin d'être élu et mettre cela en pratique. Et je rappelle ici aussi, M. Mbouka, qu'un député national a comme mission de faire des lois et de contrôler le gouvernement, les établissements publics, les sociétés publiques et établissements de services publics. Et un député n'a pas comme mission de construire des ponts, de donner de l'argent. Mais malheureusement, si la population vit dans une situation désastreuse, et tant que natif d'Engaliema, vous pouvez aussi venir en aide en construisant un pont comme ça. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation désastreuse où l'État en général, et particulièrement la ville de Kinshasa, ne fait pas son travail comme il devait, malheureusement. C'est un constat amer. Et donc, les personnes qui se présentent aux élections viennent tant soit peu apporter un secours à la population. Non, moi, je parle d'acheter des sacs du riz, donner l'argent, donner des polos. Excusez-moi, je ne parle pas de construction de ponts parce que ça c'est un bien. Je voudrais en arriver. Je voudrais en arriver. Parce que je voudrais en arriver. Très bien. Justement, vous parlez de l'après-campagne. Justement, c'est pas ça le rôle, c'est pas ça aussi. Pendant une campagne, je pense que c'est un projet, c'est une vision qui devait faire l'objet du débat. Et à cette vision et à ces projets, généralement, des libéralités suivent. Mais je suis mal placé. Je suis désolé que certaines personnes, c'est même pas aujourd'hui, même dans des législatures passées, pendant les campagnes électorales passées, puissent remettre des sacs de riz, comme le dit, des polos, pour que la population puisse leur faire confiance, puisse leur voter. Et donc, après avoir eu ces sacs de riz, je pense que c'est un achat de conscience, un achat de la voix. Lorsque vous le votez, et généralement, la personne n'est plus redevable à cette population-là. Très bien. La population-là, cette personne part pour ne plus revenir, pour vous donner, pour faire la mission de redevabilité. Parce que lorsqu'on est élu, on a comme mission, à chaque période de vacances, de revenir vers sa population, de revenir vers ses électeurs pour faire le compte rendu de ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée. Et malheureusement, lorsque vous étiez acheté par des sacs de riz, par des polos, par des cartons de Saint-Char et autre chose, je ne sais pas moi, bassins, comme j'ai vu des gens remettre des bassins, j'ai vu des gens remettre, et malheureusement, cette personne se dira
que j'ai acheté vos voix et je ne vous ai pas, vous m'avez pas élu sur base d'un projet, mais je les ai achetés. Et donc, il revient à la population. C'est vrai que la population est dans une situation de misère. C'est vrai que nous sommes dans une situation déplorable. Mais serrons-nous les coudes, soyons forts, ne donnons pas cette fois-ci nos voix simplement par le simple fait que nous avons reçu un polo, un t-shirt. Vous pouvez prendre comment dire, un t-shirt, mais lors de l'élection, réfléchissez à qui vous donnez votre voix, parce que les personnes auprès de qui vous remettez des voix, il faut aussi savoir au préalable qui sont ces suppléants. Généralement, aujourd'hui, on prend comme suppléant soit son épouse, soit son enfant. Et donc, si la personne décède ou est élevée comme ministre ou dans des postes, d'autres charges, d'autres responsabilités, c'est le fils ou la femme qui deviendra député. Et donc, il revient aussi, même si ils sont de sa famille, s'ils sont compétents, est-ce que c'est un problème? C'est un problème dès lors que au sein de ces partis politiques, il y a M. José Mbouka qui est là. Je prends votre exemple. Vous êtes membre de ces partis politiques. Mais pourquoi prendre seulement son épouse, son frère, son fils comme premier suppléant, comme deuxième suppléant, et pas pour les autres? Et donc, c'est un problème de moralité qui se pose. Donc, ce sont des éléments qui pourront aider la population à dénicher des personnes qui viennent juste pour avoir des voix et être élus. Voilà. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le candidat député national dans la circonscription de Lukunga. Je lui ai appelé déjà honorable, Maître Landry. Nous allons prendre la deuxième thématique, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Maître, depuis la venue comme ça de président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait dit il fait de la sécurité de l'est son cheval de bataille. Il ne peut pas quitter le pouvoir sans pacifier ou stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a cette situation dégradante, l'insécurité devient pérenne à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous, étant que futur député national, quelle est votre analyse? Quelle est votre façon de voir les choses par rapport à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, Monsieur Mbouka, vous savez très bien que la question d'ordre sécuritaire, c'est une question sensible. Très bien. Et ce n'est pas une question qu'on évoque devant des médias à bouche ouverte et sans retenue. Et donc, je vais me limiter à vous donner des réponses qui puissent satisfaire les auditeurs et internautes. Nos auditeurs et internautes. Très bien. Cette guerre, il a été attesté que le M23 n'est pas réellement le M23, mais que c'est l'armée rwandaise qui agresse la RDC. Qui agresse la RDC. Par le biais des M23. Par le biais d'une rébellion. Pas rébellion. D'une milice. D'une milice, parce que c'est une milice du Rwanda, appelée M23. Et donc, quelques Congolais sont utilisés. Et donc, les rapports des Nations Unies ont attesté à plusieurs reprises l'implication de l'armée rwandaise. Et pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2 semaines, des sanctions sont tombées contre le Rwanda par l'ONU. Et donc, la diplomatie, je crois, de la République démocratique du Congo est en train de récolter des résultats. C'est une très bonne chose pour laquelle nous félicitons la diplomatie agissante des chefs de l'État. Nous félicitons. Quels sont les résultats que nous récoltons aujourd'hui par rapport à la diplomatie agissante des chefs de l'État? Je vous parlais tout à l'heure de la sanction que vient de subir le Rwanda par l'ONU. Est-ce que cela suffit pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Je suis en train, si vous me laissez terminer. Vous avez la parole, maître. Merci bien. Et donc, ce sont des éléments qui démontrent que le travail qui a été fait en amont commence à avoir des réponses en aval. Et donc, que fait-il pour pacifier parce que c'est ça votre question. Que faut-il faire pour pacifier la République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'il faut donner la confiance à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut compter sur le plan interne, vous voulez dire l'armée congolaise. Il faut compter sur notre armée. Très bien. Je l'ai toujours dit et je le redirai encore. Ce n'est que nos forces armées qui pourront se battre pour
imposer la paix en République démocratique du Congo. Tout ce qui est comme force internationale qui viennent généralement en appui. Nous avons vu la limite de la MONUSCO, qui, par ailleurs, le président de la République a réitéré la demande pour leur départ. L'EAC est venu ici il y a plus ou moins une année aujourd'hui, mais c'est le statu quo. En lieu place de mettre en pratique ce qui a été résolu, mais ils ont mis en place une force tampon qui n'a pas été convenue de commun accord. Donc, on parle aussi de la force de la SADC, mais je pense que si on mettait des moyens auprès de nos forces armées du Congo, je pense que nous aurons des résultats escomptés. Parce que depuis, je termine s'il vous plaît, parce que depuis plus ou moins 3 mois ou 4 mois, il n'y a plus évolution de cette milice rwandaise habillée par le M23. C'est nettement stoppé au niveau de Rutshuru, une partie de Rutshuru et de Bunagana. Contrairement à ce qui était il y a eu un temps où chaque jour on s'est réveillé. Mais les M23 réoccupent encore les zones abandonnées à un certain moment. On suppose que l'EAC et l'armée congolaise sont incapables de contrecarrer ou comme ça de protéger ces zones qui ont été abandonnées par le M23. Je ne pense pas, M. Mbouka, que le FRDC soit incapable. Je pense que le FRDC faisait confiance à l'EAC. Mais malheureusement, même dans l'EAC... L'armée congolaise, l'armée régulière, fait confiance à une structure sous-régionale pour pacifier l'Est ou pour contrecarrer les M23. Il y a eu des accords. Les forces de l'EAC sont venues avec l'autorisation ou l'accord de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a des mécanismes de travail qui sont instaurés dans lesquels les dirigeants de notre armée participent. Et donc, dans ce que vous appelez force terrain abandonné, les zones abandonnées par les M23 à un certain moment, aujourd'hui, les M23 réoccupent encore... Dans l'accord, dans ce qui a été convenu, c'est l'EAC qui devait occuper ces zones pour essayer de placer des forces tampons. Et malheureusement, dans la pratique, ça n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut faire plus confiance à nos forces armées. Donc il faut chasser l'EAC, comme le chef de l'État demande le retrait de la MONUSCO. Chasser, c'est trop fort. Je ne parle pas de chasser. Chasser, ce n'est pas un terme que je pouvais utiliser. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à cette collaboration et donner la confiance, remettre la confiance auprès de nos éléments, de nos militaires, de nos soldats, de nos forces armées. Parce que tenez, je suis fils de militaire, moi. Mon père fut militaire, paix à son âme. Et donc, lorsqu'un militaire va en guerre, il laisse sa famille. Et donc, il laisse sa famille pendant des mois. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va retourner. Et pendant ces mois, ses enfants doivent aller à l'école, ses enfants doivent manger, ses enfants doivent bouger comme nous le faisons. Et malheureusement, lorsque le papa reçoit des nouvelles, par exemple, du genre que ma famille a des problèmes sociaux, il y a un problème de motivation, il y a un problème psychologique qui se pose. Et donc, je sais que nous sommes écoutés et je sais que des efforts sont fournis par le chef de l'État en ce sens. Et donc, si on mettait encore des moyens à nos forces et surtout que les moyens arrivent réellement à destination, je pense que nous aurons dans un bref délai les résultats escomptés. Maître, les États-Unis que nous qualifions aujourd'hui l'hyperpuissance mondiale, regrette comme ça la décision du gouvernement congolais, celle du retrait accéléré de la MONUSCO, dit par les chefs de l'État lors de la session ordinaire des Nations Unies, 78e session des Nations Unies. Les États-Unis disent que si la MONUSCO quitte le territoire congolais, comme ça les sols congolais, et la situation va se dégrader en République démocratique du Congo, il y aura une sorte de guerre comme ça qui va plutôt s'enflammer encore. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que doit-on continuer avec la MONUSCO sur le territoire congolais? Vous êtes, je rappelle, le candidat député national. On suppose que vous allez passer, vous serez député national.
aujourd'hui, la MONUSCO doit quitter les territoires congolais ou la MONUSCO doit rester pour accompagner l'armée congolaise afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Je pense, M. Mbouka, que nous sommes un pays souverain. Très bien. La République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Très bien. Et donc, l'avis des États-Unis, c'est un avis des États-Unis que nous respectons, mais au sein devant la tribune des Nations Unies, le chef de l'État n'a fait que rappeler ce qu'avait demandé son prédécesseur. Parce qu'il ne faudra pas oublier ici que la demande du départ de force de la MONUSCO n'a pas été demandée par le pouvoir actuel. C'est depuis du temps de la législature passée du président Kabila que la demande de départ de la MONUSCO a été demandée. Et donc, dire que après le départ de force de la MONUSCO, il y aura un problème de stabilité et d'insécurité qui va se poser. Je pense qu'il revient justement à la MONUSCO de réfléchir à la question pour dire est-ce que nous avons correctement rempli les missions pour lesquelles nous étions envoyés en République démocratique du Congo. Très bien. Parce qu'il faudrait ici rappeler aussi, ça fait, je pense, près de 20 ans, si ma mémoire est bonne. Près de 15 ans, depuis 2000, près de 15 ans ou plus même, que la MONUSCO est en République démocratique du Congo. C'est la force la plus coûteuse. La MONUSCO a remplacé Monique, je signale. C'est la continuité de la MONUC. Voilà. Et donc, cette force n'a été placée nulle part ailleurs en termes de dépenses qu'ici en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, elle n'a toujours pas réussi à pacifier cette partie de l'Est de la République du Congo. Donc il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, on stoppe pour réfléchir. Et donc, je pense que les États-Unis, si le gouvernement américain, s'ils réfléchissaient, ils arriveront à la conclusion que la MONUSCO n'a pas rempli les missions pour lesquelles elle a été envoyée en République démocratique du Congo. Et je pense que cette question pourrait faire l'objet de pourparlers avec le gouvernement. Mais pour l'instant, je pense qu'il revient à la MONUSCO d'abord de partir et de laisser... il revient aux Nations Unies de demander à la MONUSCO de quitter le territoire congolais. Le processus était déjà engagé, que je sache. Le processus était déjà engagé, les forces de MONUSCO sont en train de partir petit à petit. Et donc, je pense que ça suit un chronogramme tracé entre le gouvernement et les Nations Unies. Maître Christophe Lutundula, qui est le ministre des Affaires étrangères et la francophonie, récemment a donné l'ultimatum au M23 de déposer les armes ou de quitter le territoire congolais. Malgré l'ultimatum du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, les M23 sont encore là et il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement. Quelle est votre analyse? Quelle est votre connotation par rapport à cette situation M23 qui n'obéit non seulement à aucun État, mais aussi à aucun groupe? Les États-Unis ont dénoncé les M23. Le gouvernement congolais a donné l'ultimatum. M23 doit déposer les armes, en même temps quitter les sols congolais. Mais jusqu'à là, les M23 sont encore là et réoccupent, je l'ai dit, je rappelle encore, je l'ai dit tantôt, les zones abandonnées à un certain moment. Le gouvernement congolais attend quoi pour réagir? Vous avez la parole. Nous avons dit tout à l'heure, M. Mbouka, et en d'autres termes, que nous faisons confiance aux forces armées. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire? Et nous attendons quoi pour réagir? Nous demandons au gouvernement de la République d'appliquer les principes de réciprocité. Très bien. C'est un principe connu par en droit international, par tout juriste. Et donc, défense légitime contre l'agression. Et donc, je suivais le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères parler d'un atterrissage d'un hélicoptère à Rumangabo. Et cet hélicoptère a violé l'espace territorial de la République démocratique du Congo. Et donc, les M23 ou l'armée rwandaise ou les Rwandais utilisent le Congo comme étant son territoire. Et donc, dans des cas pareils, je pense que la force doit être appliquée. Et nous sommes d'avis que la diplomatie doit continuer, mais aussi que la force soit déployée. Donc la diplomatie et les armes doivent marcher de pair. De pair.
Et il ne faudra pas que la République rwandaise pense que le Congo est passif et n'agit pas. Je pense que dans ce genre de situations, il lui fallu que cet hélicoptère soit abattu par nos forces armées pour qu'une preuve soit réellement produite devant la communauté internationale, pour qu'une fois pour toutes, qu'on puisse condamner à 100% le Rwanda et son président qui pense que le salut de sa population, le salut de son pouvoir passe par les terres du Congo. Maître, dans la géopolitique mondiale actuelle, les États cherchent à tout prix à accaparer les espaces vitaux. Ce que le Rwanda fait, c'est tout à fait normal, mais c'est aussi la responsabilité de la RDC de contrôler ses frontières. Et si la RDC ne contrôle pas ses frontières, qu'est-ce que les États qui sont animés par les appétits géopolitiques, qui cherchent à tout prix répondre efficacement aux besoins de leur population, ces États doivent à tout prix convoiter les États frontaliers si la RDC se sente incapable pour contrôler ses frontières. Maître, la RDC, je ne vous laisse pas dire que la RDC est incapable. Je ne pense pas que la RDC soit incapable. Okay. Je pense que mais nos frontières ne sont pas contrôlées. Je pense que la RDC fait tellement confiance à ses voisins. Okay. Et vous savez... Donc vous faites confiance à nos voisins? Nous avons, généralement, je parle de la population. Okay. La population congolaise est généralement accueillante. La jeunesse congolaise est une population hospitalière. Le terme, merci pour les termes. Est réputée être hospitalière. Et donc, c'est ce qui fait assez que des pays voisins tels que le Rwanda essayent d'en profiter. Okay. Je pense que cette fois-ci, le gouvernement doit appuyer sur l'accélérateur. Je pense que nos forces armées doivent être réellement mises en contribution. Voilà pourquoi j'ai dit, et j'insiste, et je souligne que des moyens vitaux, des moyens, de gros moyens, doivent être mis à la disposition de nos forces armées. Lorsque je dis forces armées, je parle de nos éléments qui combattent sur l'armée terrain. Congolaise. Des éléments qui combattent sur terrain. Très bien. Comme lorsqu'il y a un match de football, nos footballeurs, les léopards, reçoivent des primes en avance, de la même façon que nos vaillants militaires puissent recevoir des primes, des primes conséquentes, pour que des résultats escomptés soient visibles. Et cette histoire de 1-23, je pense que si nos forces armées sont motivées, sont réellement motivées, je pense que... Maître, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Votre dernier mot? Merci. Bon, je remercie votre chaîne iWeb. C'est la première fois que je passe sur votre chaîne. Merci de nous avoir invités. Et nous saluons tous vos éditeurs et tous vos internautes. Merci. Et nous étions venus pour parler de la question électorale. Je pense que le train des élections est en marche, que tout le monde est en train de se préparer en vue de la campagne électorale pour faire valoir ses idées. La campagne n'est pas... prévu pour distribuer des vivres, ainsi de suite. La campagne est la période du 19 novembre au 17, au 18 décembre. C'est une période réservée aux arguments, aux propositions et puis aux projets. Et que la population puisse dénicher ceux qui viendront pour acheter de leur voix et leur dire stop. Et pour le Congo, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et que sur le plan sécuritaire, il y a des efforts qui sont fournis, et la diplomatie, et nous pensons que le gouvernement doit tout faire, mettre tout en œuvre pour résoudre cette question de l'Est du pays. Très bien. Nous sommes sur la bonne voie, dit-on. Je pense que notre pays mérite mieux. Et notre pays mérite ce genre de personnes qui réfléchissent sur l'avenir de notre pays. Merci, chers auditeurs et internautes de iWeb. Nous allons nous retrouver le lundi pour parler encore une fois de plus de la situation sociopolitique et surtout sécuritaire de notre pays. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser,
expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour.